ce soir, nous allons apprendre des choses qui vont nous aider dans notre vie personnelle. On pourrait imaginer des familles, des entreprises et pourquoi pas une société ivoirienne où les relations interpersonnelles deviennent des relations de qualité. Le modèle que vous allez apprendre est né il y a plus de 40 ans aux États-Unis. Gérard Collignon aura l'occasion de revenir là-dessus. Et ce modèle est né au cœur de deux problématiques. La première problématique, c'était comment mesurer la compatibilité de personnes qui travaillent ensemble. Comment savoir si telle personne en situation professionnelle pourrait travailler et donner le meilleur d'elle-même avec une autre personne. L'autre problématique à régler, c'était comment anticiper ou prévoir des situations de stress. Parce que chacun de nous avons au moins une fois été soumis à des questions de stress. HLC Côte d'Ivoire initie cette conférence parce que c'est une entreprise qui a le souci de favoriser dans les entreprises ivoiriennes une meilleure qualité de relation dans un contexte de qualité de vie au travail. Donc sur ce, je vais vous demander de recevoir sous des acclamations M. Gérard Collignon. Développé dans les années 70 par David Keller, docteur en psychologie. Vous connaissez le lien avec l'analyse transactionnelle, le mini-scénario pour lequel il y a eu le prix scientifique Eric Berne. Et au moment de ce prix scientifique Eric Berne, donc fin des années 70, c'est là où il rencontre Terry McGuire, qui vous le savez peut-être, était le psychiatre chargé du recrutement des astronautes à la NASA. Et ce psychiatre lui dit, nous à la NASA, on a touché un mot Arthur, nous, à la NASA, nous avons deux besoins. Mesurer la compatibilité des individus entre eux, donc qui fonctionnent bien avec qui, et qui vaut mieux éviter de mettre ensemble, parce que c'est le clash pratiquement garanti, et puis prédire, comme Arthur, encore une fois, tu le disais, les comportements sous stress. Donc, la NASA a financé une grande partie des recherches pendant presque 4 ans de David Keller pour arriver à ce qu'est le modèle Process Communication depuis. Alors, deux piliers de la Process Communication. Premier pilier, la manière de dire les choses a autant et souvent plus d'importance que ce qui est dit. Et je vous propose de réfléchir à quelques secondes à quelqu'un de votre entourage professionnel ou personnel et vous poser la question la dernière fois que quelqu'un vous a dit quelque chose qui ne vous a pas plu. Et si vous identifiez cette situation, très probablement, vous direz, en fait, c'est plus la façon dont il me l'a dit que réellement ce qu'il m'a dit. Parce que c'est vrai qu'il y a un problème, c'est vrai que j'avais une responsabilité sur je ne sais pas quoi, là, en tout cas, mais ça m'a vraiment pas plu, la façon dont il me l'a dit. Inversement, on peut avoir, c'est vrai que c'était une mauvaise nouvelle, c'était difficile, mais il me l'a dit avec tact, diplomatie, il m'a pris en compte, vraiment, dans ce qu'il a dit. Et donc, le processus, la manière de dire les choses, a au moins autant d'importance, sinon plus, que ce qui est dit. Alors vous avez noté le « a au moins autant d'importance », parce que bien évidemment, le plus important, c'est le contenu. Et que pour que le contenu passe, il est important que le processus soit adapté à son interlocuteur. Deuxième pilier, chacun de nous développe au cours de son histoire les caractéristiques des 6 types de personnalités. Et vous l'avez vu tout à l'heure dans le clip, hein, c'est l'immeuble là, avec un type de personnalité dominant, ce que nous appelons la base, ce qui sera notre type de personnalité pour toute notre vie. Les caractéristiques du type travailleur. Il y a environ 25% de la population qui a une base travailleur, et à peu près les 3/4 de cette population sont des hommes, et le quart sont des femmes. Alors on nous dit, est-ce que c'est pareil partout dans tous les pays, dans toutes les cultures? Eh bien, je vous dirais, moi j'en sais rien. Et ce que je dis, alors parfois même en France, on nous dit, oui, mais alors ces chiffres, est-ce que ça vient? Est-ce que vous avez fait une étude sur l'ensemble de la population française? Non, on ne l'a pas fait. On ne fera probablement jamais. Pourquoi? Parce que qu'on arrive sur un échantillonnage représentatif de la population en disant, ah non, en France, c'est pas 25%, mais c'est 23%, on ne base pas les mal 27%, tout ce que vous voulez. Vraiment, par rapport à l'investissement en temps et en énergie, ça serait peu de valeur ajoutée. Retenez qu'en gros, il y a presque un homme
sur 2 qui a une base travailleuse. Les personnes de type travailleuse filtrent le monde à travers la pensée et les faits. Ce sont des personnes qui souhaitent avoir de l'information, recevoir ou donner, échanger de l'information, les analyser, en faire la synthèse et décider. C'est le processus naturel du mode de fonctionnement du type travailleuse. Et si, par exemple, dans vos équipes, vous avez des collaborateurs de type travailleuse et que vous disiez, bon, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là? La réponse la plus probable qu'il vous fera, c'est « Attends, laisse-moi réfléchir, laisse-moi avoir toutes les données, là, réfléchir, et je te ferai une proposition après avoir analysé. » Donc, en général, ce sont des personnes qui ont besoin de plus de temps pour prendre une décision. Et leur avantage, c'est que quand la décision est prise, ils ne vont pas la remettre en cause. Comme d'autres qui vont dire « Ah, j'ai foncé, j'ai sauté dessus, mais finalement, ce n'était pas ça qu'il aurait fallu faire. Ah. » Donc, 3 points forts, logique. La logique est le leitmotiv des personnes de type travailleuse. Est-ce que c'est logique ou est-ce que c'est pas logique? Responsable et organisé. Très souvent, ce sont des personnes, quand on discute avec elles, disent très tôt, j'ai eu à prendre la responsabilité dans ma famille. J'avais des frères, des sœurs, donc j'étais responsable. En tout cas, j'avais des choses à faire et très tôt, j'ai appris le sens des responsabilités. La question existentielle, c'est suis-je compétent? Et cette question existentielle est fondamentale parce qu'elle va sous-tendre nos besoins psychologiques. Le besoin psychologique pour le type travailleuse, ça va être reconnu pour son travail, pour sa compétence, pour ses connaissances. Ce sont des personnes qui aiment apprendre sur des sujets, bien sûr, qui les intéressent. Et c'est ce comportement qui va être de « j'ai besoin de montrer et d'être rassuré sur le fait que oui, je suis compétent ». En cas de stress, que se passe-t-il? Alors on identifie 3 grands degrés de stress, tous, qui est une séquence prévisible et observable. Je ne vous parle pas du 3e, parce que le 3e, on est au 36e dessous, mais que tous, probablement, nous allons parfois au 1er, voire au 2e degré de stress. Et au tout premier degré de stress, c'est la personne se sent contrainte, devient perfectionniste. Et c'est comme si elle a comme croyance qui est « j'ai de la valeur si je suis parfait ». Comme si je n'ai pas une valeur intrinsèquement en tant que moi-même, et pour avoir de la valeur d'abord à mes propres yeux et aux yeux des autres, j'ai besoin d'être parfait. Au 2e degré, nous parlons de mécanisme d'échec. Mécanisme d'échec, ça veut dire que si nous n'interrompons pas ce comportement, nous nous mettons en situation d'échec personnel ou professionnel. Et ou d'ailleurs, ça peut être les deux là, etc. Et ce qu'on entend parfois les collaborateurs qui se plaignent, en disant « moi mon chef est toujours sur le dos, il me fixe un objectif, il me donne des choses à faire, mais sans arrêt il vient me voir, t'en es où, qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu as avancé, ah non c'est pas comme ça qu'il faut faire, ce que je te l'avais dit, etc. » Je l'ai sur le dos. Et un collaborateur qui se plaint qu'il a son patron sur le dos, on peut se poser la question si c'est pas un manager qui travaille humain, qui est au 2e degré de stress, qui a bien du mal à déléguer d'une part, et qui va vérifier, s'assurer, sur-contrôler. Et pour le type persévérant, la question de population est environ 10%, là aussi on a à peu près 3/4 d'heure, pareil c'est environ pour les chiffres, et les personnes de type persévérant filtrent le monde à travers le filtre de leurs opinions. Ce sont des personnes qui écoutent, et ceux qui parmi nous ont un type de personnalité persévérant, probablement je ne vais pas vous entendre jusqu'à la fin de la réunion, j'espère que je vous entendrai à la fin. Pourquoi? Parce que si votre type de personnalité est persévérant, probablement, vous avez besoin d'abord d'avoir votre opinion faite, et pour avoir votre opinion faite, vous avez besoin d'avoir toutes les informations d'abord. Les personnes qui, pour nous, plutôt un type travailleuse, vont plutôt, au fur et à mesure, poser des questions, s'il leur manque des informations, vont chercher à avoir les informations dont ils ont besoin, alors que les personnes de type persévérant vont plutôt écouter, voir s'ils sont d'accord, pas d'accord, s'ils ont une conception ou pas, et c'est seulement lorsqu'ils auront eu l'ensemble de la présentation qu'ils pourront dire je suis d'accord, je crois en ce modèle et je suis très convaincant, ou au contraire je trouve que dans ce modèle on met les gens dans des boîtes et je ne suis pas d'accord avec ça, et bref, peu importe. Mais c'est disant pour me forger mon opinion et pour intervenir, j'ai besoin d'avoir toutes les informations. 3 points forts aussi pour le type persévérant, c'est consciencieux, quelqu'un de base persévérant qui nous dit comptez sur moi, je m'en charge, en général on est tranquille. Autrefois on disait, probablement chez vous aussi, c'était avant, il suffisait de taper dans la main, on n'avait pas besoin de signer des tas de papiers, des tas de documents, la parole qui était donnée, ça avait un sens, et on s'y accrochait. 2e point fort, observateur. Et observateur, vous avez probablement déjà remarqué que si vous mettez un rapport, un document,
à quelqu'un qui a une base persévérante, et s'il manque une virgule, c'est une légère faute d'orthographe quelque part, vous pouvez être à peu près sûr que non seulement il la verra, mais qu'en plus, il vous en fera la remarque. On attache une grande importance à d'abord décider s'ils peuvent nous accorder leur confiance ou pas. Et deuxièmement, qui est très important aussi, c'est est-ce que vous me faites confiance? Dans les comportements sous stress, au premier degré, se focalise sur ce qui ne va pas. Vous avez fait un super boulot, vraiment, vous êtes défoncé à fond, vous avez fait un truc nickel, et votre manager regarde ce que vous avez fait, et simplement va vous dire pourquoi est-ce que tu n'as pas parlé de ça. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il est gonflé avec tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai dit. Il va juste pointer ce qui ne va pas, ce qui manque, et là maintenant, vous savez que c'est quelqu'un qui a un type de personnalité persévérante au premier degré de stress. Troisième type de personnalité, empathique. Voilà. Là, on trouve plus de femmes, et caractéristique, environ 30% de la population, et là, les 3/4 des populations, de la population empathique, sont des femmes, et le quart sont des hommes. Et dans les caractéristiques, c'est filtre le monde à travers ses émotions. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les personnes de base empathique commencent par ressentir des émotions par rapport aux personnes, aux situations, aux choses. Voilà. Ça, c'est une signature empathique. Souvent, ce sont des personnes, nous sommes avec un type empathique, des personnes qui avons une bonne perception intuitive des situations, et que parfois la grande difficulté va être d'expliquer, et dit je ne sais pas le dire, mais en tout cas c'est comme ça que je le ressens. 3 points forts, chaleureux, le côté chaleureux des personnes de type empathique. Chaleureux, compatissant, de la compassion, c'est je me sens touché, imprégné par ce qui se passe, par les choses difficiles. J'aimerais aussi faire des choses pour ceux qui sont dans le besoin, dans la misère, dans tout ça, et parfois c'est difficile. Et puis, aussi, c'est la sensibilité. Parfois, on va dire des personnes de type empathique, ce sont des hypersensibles. Et ils sont trop sensibles. Alors moi, je défends un peu le type empathique pour des raisons que vous connaissez, en disant, non, nous sommes sensibles. Les sensibles, c'est vrai que parfois, nous prenons trop à cœur ce qui se passe, parfois, nous pouvons nous sentir blessés, mais aussi nous nous sentons heureux, nous apprécions les odeurs, les saveurs, etc. Question existentielle, suis-je aimable? Qu'est-ce que ça veut dire le suis-je aimable? C'est la question, alors, vous savez, aimable, quand on était gamin, nous, c'était aimable, c'était on était bien élevés, hein. On disait bonjour, on était poli, on disait merci, etc. Non, c'est aimable, c'est est-ce qu'on peut aimer quelqu'un comme moi? Et les personnes de type rêveur sont des personnes extrêmement calmes, et très souvent, le calme des personnes de type rêveur est un calme contagieux. C'est vraiment intéressant, le côté qui est vraiment cette espèce de tranquillité, comme s'ils irradient le calme, et quand on est un peu plus speed, un peu plus énervé, on dit « Ah, ça fait du bien ». Calme, imaginatif et réfléchi. Et la question existentielle, c'est « suis-je voulu ?» Alors, la question existentielle « suis-je voulu ?» est souvent celle qui pose le plus de questions en disant « je ne comprends pas ce que ça veut dire, suis-je voulu ?» Eh bien, si vous pensez à vos proches, les proches qui ont une base rêveur, probablement ce que vous constatez, c'est que ce ne sont jamais eux qui vous invitent. Tiens, si on se faisait une bouffe, si on vient dîner à la maison, etc. Ils sont ravis qu'on les invite. Comportement sous stress, au premier degré, se coupe des autres, se retire dans la passivité, et s'implique dans plusieurs projets, ne les mène pas bien. C'est quand je suis sous stress, je vais commencer quelque chose et je ne le termine pas. Je parlais à l'instant de mon fils qui a une base rêveur. Quand il avait 18 ans, il a passé une sale période vraiment dépressive, et il était venu à la maison en Guadeloupe pour préparer je ne sais plus quel examen, et pour moi il bossait tous les jours. Il tournait le dos, il était tous les jours assis avec son ordinateur, il était en train pour moi de préparer son mémoire. Là. Et c'est à la fin des 15 jours de vacances que j'ai vu qu'il n'avait rien fait, je l'avais complètement méconnu. Je ne voyais pas à ce moment-là comment il allait mal, il ne faisait rien, il était là, posé, besoin d'aide, etc., etc. Ça c'est comportement sous stress. Et au deuxième degré, c'est mécanisme d'échec, attend passivement, devient transparent, on ne le voit plus, on ne pense plus à lui ou à elle, c'est comme si on passe à côté et on ne voit pas la personne, c'est comme si elle avait disparu. Est-ce que certaines ou certains parmi nous disent j'ai un bon côté rêveur, je dois l'ouvrir un petit peu, rappelez-vous, on a les caractéristiques des 6 types de personnalité. Cinquième type de personnalité est le type promoteur. Environ 5% de la population a une base promoteur, donc c'est le type le moins fréquent.
et environ 60% d'hommes, 40% de femmes, et nous connaissons des femmes très bien, mais je ne cite personne par l'expression, qui ont une base prometteur. Caractéristique filtre le monde à travers de l'action. Et vous vous souvenez, travail humain, c'est je commence par chercher les informations, j'analyse, je fais la synthèse et je décide. Environ 20% de la population a une base rebelle, et ce qui ne vous étonnera pas, messieurs, de savoir qu'il y a encore plus de rebelles chez les femmes que chez les hommes, puisque c'est à peu près 60% de la population type rebelle qui a une base caractéristique, commence par réagir au monde qui l'entoure. Perçoit le monde à travers le filtre de ses réactions, commence à réagir. Réagir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un stimulus, il y aura immédiatement une réponse. Et en cas de conflit avec quelqu'un qui a une base rebelle, on peut avoir une certitude et une seule. Vous savez laquelle? Il va toujours réagir. Pardon? Il va toujours réagir. Toujours réagir, et donc nous n'aurons jamais le dernier mot. Pourquoi? Avec chaque stimulus. Et imaginons que le conflit s'instaure, par exemple manager et collaborateur, il y a un conflit. Imaginons que le manager dit tu continues comme ça, je te vire. Il y a la réponse la plus probable qu'il fera. Vire-moi. Pourquoi? Parce que sous stress, la personne n'a pas la conscience des conséquences négatives de son comportement, vit complètement dans l'instant présent. Alors quoi faire en cas de conflit? Temporisons. Et stop, là on est en train de s'embarquer, on sait bien, ça m'étonnerait que ça se termine bien entre nous deux, j'ai pas du tout envie de ça. L'erreur qu'il y aurait, c'est de vouloir absolument avoir le dernier mot. C'est le conflit par exemple entre des papas de type persévérant avec leur ado de type rebelle. Parce que c'est le père qui a la... Enfin, je ne sais pas si dans votre culture c'est peut-être un peu plus différent, le respect des jeunes par rapport au père qui a plus depuis longtemps dans notre culture. Mais le conflit qu'il peut y avoir avec, en disant, puisque je suis le père, je suis le détenteur, eh bien c'est comme ça, et le jeune, en pleine crise d'adolescence et de rébellion, va dire cause toujours, tu m'intéresses. 3 points forts, créatif, spontané, ludique. La vie est un jeu. Je voyais une pub chez vous pour, je ne sais pas quelle culotte, qui était un petit bébé mignon comme tout, là, et c'était écrit en dessous, la vie est un jeu. J'ai dit ça, avec des pubs comme ça, ils nous font des petits rebelles. Voilà, et c'est le côté ludique. Là. Et la question essentielle, c'est suis-je acceptable? Et le suis-je acceptable, c'est est-ce que vous m'acceptez dans ma différence, est-ce que vous m'acceptez tel que je suis? Voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont parfois des côtés provocateurs, et ça va être jusqu'où je peux ne pas aller. Très important, c'est vrai. En cas de stress, premier degré, soupir, ne comprends plus. Je comprends rien à ce que vous demandez là. Quoi? Hein? Non, ça je ne sais pas le faire. Et la personne semble souffrir d'une chute brutale de quotient intellectuel de moins 5 ans. Elle semble ne plus rien comprendre là, et elle est au premier degré de stress. Et réellement, premier degré de stress, c'est le brouillard qui s'installe dans les corps. Elle se met à ramer, attend que les autres fassent les choses à sa place. Ça, je ne sais pas le faire. Ah. Deuxième degré de stress, mécanisme d'échec, blâme, rejette la responsabilité sur les autres. On a vu que dans les points forts, il y a la créativité. Et là, au deuxième degré de stress, très souvent, ils vont utiliser la créativité, mais dans la mauvaise foi. Bah, ouais, bien sûr que je n'ai pas fait ce que j'avais à faire, ce que tu m'avais demandé. Mais c'est quand même pas de ma faute si je suis dérangé sans arrêt. D'ailleurs, tu m'as dit qu'il fallait d'abord que je réponde aux clients. Bah, les clients, ils n'arrêtent pas de me déranger, alors forcément, je ne peux pas faire ce que tu m'as demandé, etc. Et c'est créativité, mais dans la mauvaise foi. Et enfin, exportent leur colère, s'arrangent pour que l'autre se fâche. J'ai découvert ça, je vous avais parlé que j'étais éducateur. C'était, je me revois encore parfois, le jeune, c'est tellement con que je l'engueulais vraiment fortement. Et plus j'allais monter en colère, plus il était ravi et plus il riait, comme s'il s'était déchargé d'un fardeau. Il avait exporté sa propre colère. Et ça, c'est aussi une signature rebelle. Est-ce que la moitié de la salle se reconnaît à base rebelle? Oui. Avec les deux mains. Oui. Okay. Alors, nous avons les caractéristiques des 6 types de personnalités. Donc, nous avons un type de personnalité que nous appelons la base, et vous êtes reconnu dans au moins un des types de personnalité de base. Et l'intérêt de connaître le type de personnalité de base de son interlocuteur, c'est que nous entendons avec la base. Nous percevons notre environnement
avec la base. Plus nous allons parler le langage de l'autre, qui est le langage de sa base, plus il nous recevra 5 sur 5. Mais tout le monde ne nous parle pas le langage de notre base. Sinon, qu'est-ce que ça serait bon? Et parfois, les personnes vont nous parler un langage de 3e, 4e, 5e, peut-être 6e étage. On sait l'immeuble. Et donc, nous allons devoir traduire dans le langage de notre base ce que nous sentons, pensons, croyons qu'il a voulu nous dire. Et c'est là le siège de la plupart des malentendus, des conflits, et les gens, toute bonne foi, nous disent « Mais tu m'avais dit ça ». Mais non, je ne t'ai pas dit ça, je t'ai dit ça. Mais si, tu me l'as dit. Et donc la personne a dû l'entendre. Et le problème de communication vient du fait que nous ne parlons pas le langage de la base. Alors parfois on me dit « Ouais, c'est pas mal ton truc, mais alors pourquoi ça serait toujours à moi à m'adapter aux autres ?» Alors j'ai une réponse un peu facile, et je vous la dis comme ça, en disant « Tu ne peux pas faire en sorte que l'autre va s'adapter à toi. Par contre, toi, tu peux t'adapter à l'autre. » Et c'est extrêmement satisfaisant de dire j'avais une difficulté avec tel ou tel collaborateur, telle personne, tel proche de mon entourage, tel membre de ma famille, que sais-je encore, et simplement en changeant ma façon de communiquer avec cette personne, le problème a été réglé. C'est une grande satisfaction. Alors peut-être encore un mot pour vous dire que nous avons les 6 étages, donc dans notre structure de personnalité, avec plus ou moins d'énergie, et nous avons le concept de l'ascenseur. Je ne sais pas si on a un slide sur l'ascenseur, je me souviens. Ça c'est Arthur. Et vous? Alors vous avez la question tout du long. Et dans quel type de personnalité vous reconnaissez le plus? Avec quel type de personnalité devez-vous dépenser plus d'énergie pour communiquer? C'est une question extrêmement intéressante, ça, parce que si vous réfléchissez à la personne devant votre entourage professionnel ou personnel, vous dites « Waouh, après une réunion avec cette personne, je me sens vraiment un peu les batteries, les écus à plat », il est hautement probable que c'est une personne qui a des caractéristiques qui sont les plus éloignées de votre immeuble, 5e, 6e étage, donc les caractéristiques les moins développées. Par exemple, ma belle-sœur a une basse persévérance. Moi, persévérance, c'est au 6e étage. Et pendant longtemps, on a été en conflit, et je me souviens de ce que je lui disais, ça, ce sont des opinions, ça ne se discute même pas. Et vous entendez dans le même pas, il y avait du mépris, j'entends encore dans le ton de ma voix, ça ne se discute même pas, alors qu'elle, c'était son type de personnalité de base, et c'est la raison pour laquelle nous avons parfois encore des gros problèmes de communication, parce que nous sommes complètement opposés, moi base empathique, et tout ce qui est de l'ordre des sentiments, des émotions, n'en parlons même pas, mais par contre tout ce qui est de l'ordre des convictions, c'est moi qui n'en parle pas. Parce que mon besoin de phase étant canalytique, j'adore commencer par plaisanter. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas du tout envie qu'on plaisante avec. Et j'ai l'information immédiate, donc ça ne pose pas de problème, que ce n'est pas le bon canal et que leur base n'est pas rebelle. Et il n'y a pas de mal à ça. Et là, j'ai passé sur un canal interrogatif, et là, je vois la personne commencer à s'ouvrir alors qu'elle commence à froncer les sourcils. Là, et simplement en observant la personne et en switchant le canal de communication jusqu'à temps que la communication s'ouvre. Là. Et là, c'est un outil assez simple à utiliser, à voir que... c'est bon. Un très grand merci pour votre écoute, votre intérêt, vos participations, vos questions et tout ça. C'était super. Plein de bonnes choses.